Vous êtes toujours sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui le conseiller du professeur Maurice Kamto, président du MRC, Wilfried Ekanga, j'ai oublié un de vos prénoms, Claude Wilfried Ekanga. C'est au complet là, je ne me suis pas trompé. Oui. Parfait. Et pour l'accompagner sur ce plateau, notre chroniqueur de circonstances, l'écrivain, le juriste Pierre Moukoko, auteur de ce magnifique livre que je vous recommande une fois de plus, Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Wilfried Ekanga, nos téléspectateurs, sachant que vous venez ici, nous ont dit, nous souhaiterions connaître un peu plus ce monsieur. Alors, je vais lire ce que Pierre Moukoko et moi avons trouvé sur vous, si jamais nous nous trompions. Merci de nous corriger tout de suite afin que les téléspectateurs qui veulent mieux vous connaître sachent qui vous êtes. Alors, Claude Wilfried Ekanga, vous naquîtes le 26 avril 1991 en Banjok. C'est bien cela? Oui. Bien. Fils de Joachim Ekanga Ebata. C'est bien cela? Oui, je dois avouer que ça me dérange énormément parce que j'ai horreur de parler de moi et encore moins sur la place publique. Alors, Anatole France disait on reproche aux gens d'aimer parler de soi alors que c'est l'exercice qu'ils traitent le mieux. Donc, je vais pas vous poser question, je lis ce que j'ai trouvé. Si je me trompe, vous me dites que vous êtes trompé. D'accord. D'accord. Votre papa était député du RDPC du Oignon. Après vos études primaires et secondaires à Yaoundé, la capitale du Cameroun, vous avez eu l'opportunité de poursuivre vos études supérieures en Allemagne, pays dans lequel vous vivez depuis 2010. Dès votre arrivée en Allemagne, vous vous êtes inscrit en sciences politiques et relations internationales. Politologue et spécialiste des questions internationales, écrivain essayiste, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui a retenu notre attention, c'est Des Afriques et des Verts. Voilà. Panafricaniste comme le fut les Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Thomas Sankara, vous croyez dur comme fer que le salut de l'Afrique sera possible dès que les Africains seront réunis autour d'un État uni d'Afrique. Ça c'est sûr. Je constate que vous m'avez mis sur un piédestal dont j'estime que je ne mérite pas. Je me dis que je me sens mieux quand je me définis comme personne. Ça fait que je ne déçois personne si les choses que je dis ou les choses que je fais ne sont pas grandioses. Quand vous me mettez sur le même tableau que Julius Nyerere et autres, je me dis personnellement que j'ai encore 1000 choses à accomplir pour n'arriver qu'à leur cheville. Donc, d'accord. Dans le siège... Je vous descends de là donc. Oui, ça ne me dérange pas. Je vous mets juste à côté de l'estrade. Dans ce siège, en fait, l'Afrique unie maintenant, donc j'aimerais... Enfin, on peut définir ce qu'on entend par Afrique unie. Ça ne doit pas être forcément un continent où les 30 millions de kilomètres carrés deviennent un seul pays avec un seul président. On peut créer une véritable fédération, confédération. Voilà, où justement, on a plusieurs chefs d'État, oui, mais qui parlent la même langue, en particulier face à l'oppresseur. En Europe, par exemple, dans le domaine agraire, on a la politique agricole commune, on a, par exemple, les accords de Schengen, les accords de Maastricht. En fait, on peut en discuter, mais en tout cas, l'esprit, il est là. Ça veut dire que d'une certaine façon, on parle d'une seule voix. Ça viendra dans l'heure de Pierre Moukoko, car il a prévu cela. Alors Donc voilà, maintenant pour résumer, par rapport au livre, si je dois parler d'un livre sur le livre, enfin, celui que j'ai publié il y a moins d'1 an. Bon, évidemment, le corona et tout ce qui se passe ont retardé sa promotion, mais en tout cas, le livre que je conseillerais aux uns et aux autres, qui est disponible sur Amazon actuellement, c'est « Tu dois t'impliquer », parce qu'il retrace en fait ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant la campagne électorale au Cameroun et les raisons pour lesquelles j'y suis allé. Donc, je poursuis donc. À raison de vos positions tranchées contre l'impérialisme économique en Afrique, vous vous êtes fait connaître dès 2016 par les Camerounais. Au quotidien, vous vous efforcez à expliquer pourquoi l'Afrique ne décolle et ne décollera jamais tant qu'il n'y aura pas une modification structurelle de fond.
vos capacités d'analyste ont été remarquées et ont fait dire à certains que vous faites partie des meilleurs de votre génération. Ça, vous n'avez pas de le contester quand même. Ce n'est pas à moi de dire si je suis le meilleur. Très bien, nous devons le dire. Donc, nous trouvons qu'il est l'un des meilleurs de sa génération. Il y a 1,5 milliard d'Africains quasiment. C'est très prétentieux de définir soi-même si on est le meilleur. Nous allons nous le permettre. Papa aurait dû ajouter un troisième prénom, Modeste. Claude Wilfried, Modeste et Kanga. Mais bon. Donc, alors que tout le monde, s'attendait à ce que vous suiviez votre papa au RDPC, Rassemblement dit démocratique du peuple camerounais, vous avez opté pour un parti de l'opposition, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti politique dans lequel vous êtes aujourd'hui, depuis un certain communiqué, l'un des conseillers du président Maurice Kamto. Je vous donnerai la liste des conseillers récemment nommés le 1er septembre dernier. Alors, vous avez accepté aujourd'hui d'être notre invité et nous vous en sommes gré. Sincèrement, je vous attendais depuis 2 ans par là. Ah ouais. Oui, à un moment, j'ai failli vous qualifier de Jésus. Moi, je vous attendais comme les chrétiens attendent Jésus. Donc, cette liste des conseillers récemment nommés par le professeur Maurice Kamto, comme conseiller, ce fut tout récemment le 1er septembre, il y a donc moins de 1 mois. Il y a M. Olivier Bibounissac, conseiller, particulièrement chargé des questions panafricaines. Il y a M. Djobissi Fidèle, il y a Mme Yumbi Élise, il y a M. Abbé Martin Kwa, il y a M. Biem Okola Jean-Marcel, il y a M. Kake Charles, et il y a vous, Wilfried et Kanga. Nous allons maintenant entrer dans la partie questions. Qu'est-ce que cela vous fait d'être déjà sur JMTV Plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'habitude de regarder votre chaîne? Voilà, ça c'est pour nous ça. Oui, bien sûr, évidemment. J'ai regardé votre chaîne à moult reprises. Je m'excuse encore d'avoir oublié le plus. Je suis avisé à présent de ne pas recommettre la même erreur. J'ai regardé plusieurs personnalités politiques de diverses horizons, d'ailleurs, puisque vous êtes ouvert même au RDPciste. Je crois que M. Massanga Niamding était chez vous. Il était là il y a quelques jours. Oui, il n'y a pas très longtemps, justement. Donc vous êtes ouvert à tout le monde, vous êtes ouvert à la société civile. Vous aviez Maurice Kamto lui-même sur votre plateau. Qui a passé 4 heures de temps, 4h30 minutes assis là. C'est l'homme politique que j'ai gardé le plus longtemps. Il était si intéressant, je le regardais même 3 jours. Ce n'est pas donc une surprise que nous ayons opté pour justement la formation portée par Maurice Kamto, parce que le choix d'une formation politique est une addition entre la personne et le programme politique. Le programme politique occupe à peu près 51% du choix, et maintenant la personne, quand elle porte une certaine crédibilité, renforce en tout cas la conviction que si c'est cette personne-là que nous portons à la magistrature, ce programme sera appliqué. Maintenant qu'après vous m'avez dit que vous m'attendiez, on se sent toujours bien quand on est attendu quelque part. L'inverse en tout cas est assez désagréable. Dans mon jargon on appelle ça un bon client. Hein? On appelle ça un bon client. C'est vrai, il y a des bons clients de part et d'autre, mais d'autres sont des bons clients et d'autres des bons clients. Vous comprenez un peu. Alors, comme nous l'avions indiqué un peu plus haut, Wilfried Ekanga, votre père Joachim Ekanga était membre du RDPC. Oui. Ce n'est pas une question. Enfin, c'est pas une question, c'est une observation. Il était député du Oignon, il n'est plus. Oui, il ne l'est plus. Bon, comme je disais, enfin, je peux... On aurait pu s'attendre à ce que vous choisissiez le RDPC, mais vous avez opté pour la partie d'en face. Oui, justement, je vais y répondre. Bon, évidemment, j'insiste sur la petite parenthèse en disant... J'invite les Camerounais à regarder mes idées, à regarder ce que je dis et à ne pas s'intéresser à ma personne, à ma famille, à ce que je mange ou à ce que je bois le matin, parce que ça n'a rien d'extraordinaire, nous avons tous nos habitudes. Ce que nous pouvons offrir et qui peut vraiment intéresser les autres, c'est ce que les autres ne pourraient pas avoir si nous n'étions pas là. Donc chacun essaye de voir ce qu'il peut donner à la société avant de quitter ce monde. Maintenant, ce que je peux donner à la société par rapport à cette question, c'est l'information selon laquelle, sur le terrain de la conviction politique, les liens familiaux n'ont jamais eu la moindre emprise sur moi. La famille tout entière s'opposerait à Maurice Kamto, que je resterai dans le MRC, parce que je n'ai aucune raison d'aimer le tonique
parce que mon père aimerait le tonique. Je n'ai aucune raison d'aimer, en fait, de ne pas aimer le maïs parce que mon père n'aime pas le maïs. Le choix politique découle de la conviction de comment je conçois la société, de comment je conçois l'avenir, de comment je conçois ce qu'est un programme de gouvernance. Et si le programme de gouvernance de Paul Biya ne cadre pas avec ma vision d'avenir, le fait que mon père fasse partie de cette sphère-là ne va en rien influencer cela. C'est-à-dire, c'est peut-être à mon père de me convaincre que son choix politique est le bon. Et si j'ai fait un autre choix, c'est que peut-être par hasard je n'ai pas été convaincu. Donc là on peut dresser un tableau et poser les questions. Quel est le programme politique du RDPC? Il n'y en a pas. Il est basé sur les slogans. Parce qu'on est dans un pays qui a hérité d'une culture française où le plus intelligent, c'est celui qui maîtrise le mieux la langue française. Il faut donc avoir les slogans les plus beaux pour justement séduire les esprits faibles et le tour est joué. Souvenons-nous que Paul Biya n'a fait que 12 minutes de campagne en 2018. C'était à Maroua. Le reste du temps, il était aux abonnés absents. On ne l'a pas vu, il n'a rien fait parce que le slogan était déjà là préparé à l'avance avec une très belle photo, la force de l'expérience. On joue sur la psychologie des... En fait, c'est psychologique, c'est-à-dire les illusionnistes font pareil. On vous fait croire quelque chose à travers quelques signes et vous êtes totalement englué dedans. Ça s'appelle l'hypnose politique. Donc, le slogan a été en 2004 grandes ambitions. Et à ce moment-là, les Camerounais s'attendaient à ce qu'il y aurait de grands projets, infrastructures. Mais en amont, il y avait eu les grandes réalisations déjà. Non, en fait, justement, j'en viens. Il y avait d'abord les grandes ambitions. Oui. Et ensuite, 7 ans plus tard, en 2011, on dit les grandes réalisations. Ça veut dire que c'est 7 ans plus tard, en 2011, que les Camerounais constatent que les 7 ans jusqu'ici n'étaient dédiés qu'à avoir des ambitions. C'est le seul pays au monde où l'ambition dure 7 ans. En Italie, à Gênes, dans la Ligurie, à Genova, il y a un pont qui s'est écroulé en 2018 quand on faisait campagne justement. J'en avais parlé parce qu'on avait le même type d'accident chez nous souvent à cette période-là. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, ce pont a été inauguré. Après 2 ans, on a reconstruit, on a inauguré. Il a coûté 202 millions d'euros. Il a coûté à peu près ce que coûte le pont sous le Vouri, j'insiste, sous le Vouri, à Douala, pas sur le Vouri. Donc, comprenons bien ce que vous dites. Nous avons donc des pays qui justement font partie justement du gratin des puissances économiques mondiales, même s'ils ne sont pas les premiers. L'Italie, qui justement, quand il y a un problème, essaye de se débrouiller à résoudre le plus vite possible, mais nous, on nous dit « Ah, en fait, quand je disais grandes ambitions, j'avais pas prévu de réaliser. Ça allait durer 7 ans pour avoir des ambitions. 7 ans plus tard, maintenant, bon, on va commencer à réaliser maintenant. » Quel est donc le bilan de ces réalisations? C'est que les infrastructures pour la CAN 2019, nous ne les avons pas eues, elles ne sont pas achevées, donc nous n'avons pas eu la CAN. Monique Omatekel, en 2016, est morte sur le parvis d'un hôpital parce qu'on ne pouvait pas la soigner. Il y a... des enfants qui sont morts à Wallord parce qu'il n'y avait pas d'eau, ils recherchaient de l'eau, ils sont allés rechercher un point d'eau, ils sont tombés à l'intérieur et étaient submergés par l'éboulement qui s'en est suivi. Donc on est en 2020 dans un pays où on n'arrive pas encore à se désaltérer. Les besoins élémentaires de l'être humain et on se proclame pays en voie de développement. On a un pays où on a 60% d'électricité, de la population qui a accès à l'électricité 40% du temps. Parce que quand on dit 60%, c'est pas comme s'il l'avait toute l'année. Il y a des délestages 4 jours par semaine, même dans la capitale. Donc, le projet, même les réalisations n'ont pas été effectives. Et après, on nous dit en 2018, le Cameroun des grandes opportunités. Comment voulez-vous avoir des opportunités quand on n'avait rien réalisé? Si je réalise une route, je donne l'opportunité, une Bayam seule de faire grossir son entreprise en allant à Yaoundé. Les opportunités arrivent après les réalisations? Oui, en principe, les opportunités, enfin l'ambition, on peut bien comprendre que l'ambition arrive avant la réalisation, mais on ne s'attend pas à ce que l'ambition dure 7 ans. Maintenant, on peut se dire, ok, on veut bien que les opportunités arrivent après les réalisations, mais il faut déjà que ces réalisations soient là. Parce qu'on peut dire, si je mets une route entre, je sais pas, Konsamba et Yoko, supposons, je dis ça de manière, c'est pas deux villes proches l'une de l'autre, mais dit Konsamba et Yoko par exemple, ça permet à la Bayam Selam de Yoko d'acheminer ses produits plus rapidement en Konsamba. On va dire donc que ça lui donne l'opportunité de grossir son entreprise. Mais si je n'ai même pas réalisé ce que je prétendais réaliser, et que l'argent, comme dans le cas de la canne et les autoroutes, est entré dans des poches privées et qu'on se retrouve sans canne et sans autoroute, évidemment, on est dans le folklore. En 2007, j'étais au Cameroun avec ma feu épouse, et on me parlait de l'autoroute Douala-Yaoundé, de moins de 230 km, bientôt 13 ans.
Où en est-on là? Vous avez une idée? Oui, j'ai une idée et justement pour terminer avec la première question, c'est pour tous ces manquements-là que je n'avais aucune raison de choisir le RDPC. C'est un parti politique sans programme de société et sans bilan. En fait, j'aurais plus de mal à trouver des raisons pour le choisir qu'à justifier pourquoi je n'ai pas choisi un parti auquel adhérait mon père. La pire raison pour laquelle on pourrait choisir un parti politique serait de se dire mon père y est, parce que ça voudrait dire si mon père s'appelle Al Capone et est parent de la mafia new-yorkaise, je deviens donc parent de la mafia new-yorkaise. Donc la raison, enfin pour le taureau de Yaoundé-Douala en 2007, bon oui, ça fait une éternité qu'on parle de le taureau de Yaoundé-Douala, ça fait voilà 225 km, c'est approximativement la longueur de le taureau du Nord qui relie en Côte d'Ivoire Abidjan à Yamoussoukro, sauf qu'elle est terminée en Côte d'Ivoire. Il y a même des bandes d'arrêt d'urgence. Elle est large, il y a 4 voies minimales, et parfois on en a 5 avec des bandes d'arrêt d'urgence. Elle est finalisée, elle a coûté... enfin, les coûts ont été rationnels, un peu comme les ponts supplémentaires qu'ils sont en train de construire sur la lagune Ébriée à Abidjan. Donc, des pays qui avaient les mêmes projets que nous ont finalisé des projets, sont même sûrs des projets qu'ils n'avaient pas encore planifiés à l'époque et ont même réalisé déjà quelques-uns. Et nous, on est encore à pérorer sur la réalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala. Nous sommes actuellement à environ 60 km sur les 225. Ah bon, en 14 ans? Oui, en 14 ans, 60 km sur les 225. Et ces gens-là continuent de vous parler de grandes opportunités. La seule opportunité qu'on a actuellement quand on part à Yaoundé-Douala, c'est de mourir dans un accident lors d'un faux dépassement. La seule raison pour si on arrive en vie à destination, c'est que c'est un coup de chance parce que ça arrive. Mais chaque fois que tu prends, je veux dire, en Occident, ici à Paris, nous mourons sur l'autoroute par l'imprudence du chauffeur. Jamais par la route. Elles sont d'une excellente qualité. Même dans les pays en voie de développement, enfin on les appelle encore comme ça, mais ils sont très avancés. La Chine, par exemple, la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Indonésie, Taïwan, ces pays-là ont un réseau même souvent supérieur à ce que nous avons dans des pays occidentaux. Mais non, c'est la route qui tue. Tu as beau être le meilleur conducteur, il suffit qu'un énorme camion de grumes viennent de l'autre côté et essayent de dépasser la route n'étant pas large, n'ayant pas de séparation non plus, tu te retrouves face... Ou voulant éviter un nid de poule. Tu te retrouves justement dans un nid de vautour, parce que il y a une énorme brossée sur le côté, et tu pareilles au journal avec tes membres sectionnés il y a 19h30. À ceux qui voudraient dire, c'est Jackie Moifouen, toujours taper sur le régime, je vais vous faire remarquer que Accra, Ouagadougou, c'est 1500 km et tout ça c'est sur le goudron. J'ai fait ça en une journée. Et c'était il y a cela 7 ans. Voilà, donc, revenons un tout petit peu, vraiment un tout petit peu sur les manifestations du 22 septembre dernier. Que répondiez-vous à ceux qui déclarent que l'union sacrée de l'opposition a volé en éclats lors de cette manifestation-là? Ça dépend maintenant de ce qu'on appelle opposition. Les Camerounais pensent que opposition signifie parti politique de l'opposition. Non. Si on dit parti politique de l'opposition, c'est parce que ce sont des partis politiques de l'opposition. Mais on peut être une société civile, on peut être non affilié à un parti politique et désapprouver le régime. Ça a toujours été mon cas. Mon père, ou je ne sais pas qui, ne vous dira jamais que j'ai entrepris une quelconque action quand j'ai commencé à m'éveiller sur le plan politique, que j'ai entrepris une quelconque action d'envergure en soutien à Paul Biya. Ça n'a jamais été le cas. Au départ, nous avons pensé naïvement que voilà, les présidents africains peuvent s'unir dans le cadre du panafricanisme, mais à partir du moment où on a compris la vérité, même sans adhérer à un parti politique, nous, en tout cas moi, j'étais déjà opposé à Paul Biya. Donc, lorsqu'on dit union sacrée de l'opposition, on doit distinguer le fait que peut-être dans les couloirs, dans les coulisses des négociations, certains partis politiques auraient aimé soit avoir plus de temps, soit avoir plus d'implication dans l'organisation, par exemple, de la marche. Souvenons-nous que le rendez-vous a été annoncé et dans le siège de ce rendez-vous, des pourparlers ont commencé avec les organisations politiques externes. Peut-être que certains auraient suggéré que nous les rencontrâmes en amont, avant justement de parler déjà de ces mobilisations, etc. Peut-être, mais en tout cas ce n'est pas prioritairement ce dont il s'agit. Nous sommes encore dans la logique de la propagande gouvernementale qui
ne permet pas d'établir un commentaire réel sur le bilan des marches parce qu'on avait militarisé les lieux. Ce n'est pas parce que le peuple n'a pas bravé la peur que ça veut dire qu'il ne soutient pas le MRC ou Maurice Kamto ou le changement du moins. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, si le peuple voulait vraiment le changement, il serait sorti malgré la police. C'est faux. Il y a des choses que nous voulons. J'ai par exemple envie parfois d'aller voir mon ami, mais comme il y a un énorme chien dans la maison du milieu, je n'ai que 7 ans, j'ai pas le courage d'y aller parce que je me dis, il va me bondir dessus. Si on me dit à ce moment-là que je n'ai pas envie d'aller voir mon ami, c'est bien faux, puisqu'il suffit d'enlever le chien et je vais y aller en courant. Pour avoir une analyse objective de la chose, il faut qu'on démilitarise la zone, parce que le peuple n'a pas la culture de la révolte, n'a pas la culture de la répression, et le peuple justement s'en ira. Si on maintient le dispositif policier, on pousse 2-3 personnes parmi les plus courageuses à se mobiliser et à braver ces forces policières, et on pose 3-4 personnes qui auront vu les tortures que ces gens-là ont subies à se dire nous n'allons plus accepter ça et on va braver, on ne veut plus vivre dans un pays à ces tortures et on va braver, et au fur et à mesure on pousse dans ce peuple-là à nous faire comprendre violemment ce qu'on a refusé de comprendre pacifiquement. C'est ce qui s'est passé en zone anglophone. Ces gens sont venus pacifiquement parce qu'ils ne voulaient pas la violence. Ils ont dit, nous voulons que vous modifiez 2 ou 3 choses. On leur a tapé dessus, et ceux qui leur ont tapé dessus, ont oublié que la violence est l'une des choses les plus démocratiques qui soit. Entraîne la violence. Oui. Le pacifisme est un choix de celui qui dit « je suis pacifique ». Ce n'est pas une manifestation de la peur du pacifiste envers le violent. Parce que le pacifiste peut décider à un moment donné « c'est fini, je deviens violent ». Fidel Castro était un avocat à Cuba. Lorsqu'il avait entamé les premières démarches contre la dictature de Fulgencio Batista, Che Guevara était un médecin quand il a rejoint Fidel Castro au Mexique. De la même façon, Mahatma Gandhi était, bon, lui il est resté plus ou moins dans la non-violence, mais Nelson Mandela n'était pas un belliqueux non plus avant. La branche armée de l'ANC, le Umkhonto we Sizwe, qui est justement créée dans la logique de nous avons essayé des négociations sur la base du verbe de la grammaire de la négociation qui n'ont pas été écoutées. Il est temps de faire comprendre à ceux-là qui n'écoutent pas la voix que nous n'utilisons pas la voix parce que nous avons peur d'eux. Ils tapent parce qu'ils ont 2 mains, comme par hasard nous en avons aussi. On peut donc s'entraîner dans une spirale de violence dont personne ne sait où ça débouchera. Donc ceux qui pensent maintenant que l'opposition a volé en éclats, que le MRC n'a pas été suivi, que le président Paul est très soutenu, doivent se rendre à l'évidence que leur analyse est complètement faussée par le fait que les cartes étaient dès le départ mal distribuées. Il faut laisser les personnes. C'est comme quand on a un groupe d'enfants à la maison, on leur dit « alors vous choisissez les bonbons bleus ou verts ?» Leur choix sera analysable logiquement, objectivement, parce qu'il n'y a eu aucune contrainte. Mais si je dis « celui qui choisit le vert se fait tabasser », évidemment, ils vont tous choisir l'autre couleur. Et je ne peux plus dire à un moment là au vert que personne ne t'a choisi. Il s'est passé exactement la même chose au Cameroun. C'est une perversion analytique ourdie par le régime dans la logique propagandiste de Joseph Goebbels que j'évoquais en ouverture de rideau. En effet, vous ne le savez certainement pas, mais bon, vous vous doutez que j'avais JMTV+, avec des yeux sur le terrain. Vous verrez sur le JMTV+ YouTube comment la police moleste un militant du MRC à la cité Koto à Douala. Cette image est exclusive JMTV+, car j'avais les yeux postés sur le terrain. Je l'ai envoyé à certains membres de votre directeur d'ailleurs. Il faut aussi savoir qu'une jeune maman de 25 ans est sortie pour acheter de la bouillie pour son enfant, laissant le bébé à la maison. On lui a demandé sa pièce d'identité dès qu'elle l'a présentée à la police. Le collègue lui a demandé, alors elle est d'où? Elle est Bamileke? Ah oui, elle est Bamileke, ok, on l'embarque. Cette jeune fille a passé 48 heures gardée parce qu'elle est Bamileke. Elle sort acheter de la bouillie pour son bébé. Donc, voilà ça à quoi nous sommes arrivés au Cameroun aujourd'hui, Fidel Kanga. On a donc décrété qu'il est illégal d'être Bamileke au Cameroun. On a décrété qu'il est illégal d'adhérer au MRC quand on est Bamileke. C'est-à-dire que je suis Bamileke, je ne peux pas adhérer au MRC parce que je suis Bamileke. On a donc décrété que, enfin, ceux qui vous accusent de tribalisme ont donc créé le tribalisme d'office en disant déjà que, comme elle est Bamileke, nous la mettons nous-mêmes au MRC sans lui demander si elle est au MRC ou pas. Donc nous créons nous-mêmes un parti ethnique et nous reprochons à ce parti d'être un parti ethnique. C'est la même logique totalement absurde de ceux qui disent voilà, le MRC, il n'y a que les Bamis au MRC, j'ai vu les noms, ce ne sont que les noms Bamis. À cela, il faut poser la question.
À qui la faute si ce ne sont que des Bami au MRC? Encore que c'est faux. Mais je suis en train d'entrer dans cette logique. Vous êtes Bamileke de quel coin du Cameroun? Je suis Bamileke du centre. J'ai grandi, je suis né en Banjab, j'ai grandi à Batchenga. C'est la capitale des hauts plateaux de l'Ouest. Pardon, mais donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Bamileke, les commandants? Alors, la logique est simple. Dans la sociologie politique camerounaise, à partir des années 1948, avec la création de l'UPC, les Bamileke ont lutté auprès des Omniobé et de son ère, on va appeler ça l'ère sociologique, pour accompagner une certaine personnalité pas très rationnelle de la République, qui a justement joué au même jeu pourri pour justement, il n'y a pas, quand on assimile la satrapie camerounaise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vu qu'ils sont aussi aux ordres de l'autre, quand on les assimile au régime nazi en Allemagne, il n'y a pas de meilleure analogie qu'on puisse faire, parce que le mode opératoire est le même. Donc, il s'avère donc, disons ça crûment, on va dire, les Bassa et les Bamileke ont fait front commun pour combattre l'impérialiste entre Ernest Wangé et Oumniobé. On est quand même du Bassa, au Bamileke et tout, et ils ont laissé un mauvais souvenir. Ils ont payé aussi dans la culture de la répression envers ces peuples hellènes, ils ont laissé un mauvais souvenir dans la tête du colon et dans la tête des suppôts coloniaux qui étaient à l'époque, on va dire, d'une certaine façon, évidemment, Amadou Ahidjo, et après, avec lui, Paul Biya, à qui on avait donné l'estampille de maquisards, de terroristes d'hommes, alors qu'il revendiquait simplement l'indépendance. Le colon a donc laissé dans la tête des dirigeants camerounais l'idée selon laquelle vous devez propager dans le pays que le Bamileke est une sorte de résistant dans l'âme qui refuse la soumission, qui est englué dans ses cultures et qui ne veut pas justement... Ouais. En France, ils sont résistants. Voilà. Permettez-moi de vous couper. En France, on les appelle les résistants. Exactement. Et ils sont glorifiés. Au Cameroun, c'est les maquisards. Je vous rends la parole. Donc ce sont des frondeurs. Le colon, un peu comme avec les Tutsis au Rwanda, a défini qui est meilleur pour le pouvoir. On a donc donné l'impression à certaines personnes que le pouvoir était pour eux et on les a entretenus dedans. Ça entraîne une sorte de paresse politique où on vous dit de toute façon je suis né pour porter la cravate. Je ne suis pas né pour créer les entreprises, pour créer de la valeur ajoutée. Maintenant, il s'avère que ceux à qui on a dit vous, la cravate, les ordres, c'est pas pour vous, vous n'avez qu'à faire votre commerce, il s'avère donc que par ce commerce, ils s'autonomisent. Et maintenant, si ces gens-là qui sont déjà de toute façon autonomes par leur culture des affaires venaient à prendre encore le pouvoir politique, ceux qui n'ont été habitués qu'au pouvoir politique vont se retrouver sans ressources. Et comme ils pensent que l'État de demain sera aussi un État où on ne crée pas des emplois et où chacun se débrouille, ils se disent si nous perdons le pouvoir, nous nous retrouvons démunis. Puisque comme ils n'ont pas de programme politique, ils pensent que d'autres aussi n'ont pas de programme de gouvernance. Pourtant, les programmes sont là. Ils se disent non, nous allons nous retrouver sans rien et on se retrouve comme dans un bateau qui navigue en mer depuis 8 mois et où il reste un seul morceau de beignet. Maintenant tout le monde se le discute et celui qui a ce beignet est prêt à tuer les autres. Donc on a construit cette idéologie-là autour d'un groupe ethnique qui n'a rien de pire ou de meilleur qu'un autre pour lui donner une estampille, rien que pour l'écarter du pouvoir. Il y a donc ce fait historique-là et il y a aussi le fait qu'ils veuillent le pouvoir. Je pense que mine de rien aussi, le régime l'aurait fait envers un autre groupe, je sais pas, le groupe du Nord ou le groupe de je sais pas, s'il y avait un dirigeant issu de ces aires ethniques-là qui avait aussi farouchement que le leader du MRC portait la menace du pouvoir. Ils y ont pensé à propos de votre camarade Mamadou Moutan. Je vous enverrai des écrits Pierre Mkoko, vous les avez certainement reçus. Tout est pensé, le nordiste doit être traité comme si on doit lui enlever l'idée de ça. Tout est pensé. Je vous l'envoie immédiatement dès qu'on termine. On se souvient donc justement dans le sillage de ceux qu'on instrumentalise justement contre d'autres lors d'une interview avec un émissaire américain qui avait d'ailleurs circulé sur Wikileaks et recueilli par Jeune Afrique où Amadou Ali, le vice-premier ministre de l'époque, dit le Bamileke au pouvoir, c'est hors de question. Nous n'allons jamais plus commettre l'erreur. Enfin, nous avons soutenu Paul Biya pour accéder à la magistrature. Nous n'allons pas avoir la folie d'appliquer la même formule envers un Bamileke. Donc, en gros, un Bamileke ne sera pas président, en tout cas pas à travers nous. C'est ce qu'il fait comprendre. Donc, on a donc construit cette idéologie-là, on a construit cette idée-là qui fait que parce qu'on veut garder le pouvoir, on arrête donc des femmes qui vont faire les courses, on arrête des femmes de ménage, on arrête des fous, on diabolise une ethnie. En fait, tout est savamment pensé parce que celui qui veut le pouvoir, la seule prouesse que Paul Biya a réussi, c'est de conserver son pouvoir. Ça veut dire qu'il a passé les 24 heures de toutes ses journées à se demander comment. Il y a 2 semaines, mais Sangay Amdi l'a clairement avoué ici.
comment le conserver ce pouvoir-là. C'est-à-dire, comment conserver ce pouvoir-là. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en loi et l'obéissance en devoir. Ce sont les érudits qu'on nous enseigne, les érudits occidentaux qui le disent. Et c'est appliqué, un peu comme dans la logique du prince de Machiavel, c'est appliqué par la dictature camerounaise. Donc, je consacre toutes mes journées à me demander comment empêcher les Bamileke d'accéder au pouvoir, comment empêcher les Bassa, comment empêcher les Nordistes. En fait, chacun a son plan, chacun a son menu. Si c'est un Bamileke qui se lève, voici la formule à utiliser. Oui. Si c'est un Nordiste, voici la formule. Donc, ce n'est pas a priori orienté seulement contre les Bamileke, ça aurait été orienté sur toute autre. Aujourd'hui, c'est sur les Bamileke parce que Maurice Kamto est Bamileke. Mais c'est déjà préparé au cas où Mamadou Mota s'élèverait. Je vais vous envoyer le texte, vous allez le lire. Je pense que vous allez tomber malade en le lisant. Hein. Donc, on est dans cette logique-là où un policier qui doit faire son service républicain, le policier n'est pas là pour définir qui est coupable ou pas. Il est là pour interpeller et voir la situation. Si on doit t'embarquer et aller voir ta situation, on t'embarque et on t'interroge là-bas. Si tu es innocent, on te relâche, tu rentres chez toi. Ce n'est pas à lui de dire « Ah, il a prononcé le verdict avant même l'inculpation. » On ne vous a même pas encore arrêté, mais on vous a déjà condamné. Voilà dans quoi on vit au Cameroun. Dernière question, si vous permettez, après je vous passe la parole pour votre heure, Pierre Moukoko. Évidemment, Wilfried Ekanga. Pour vous, le professeur Maurice Kamto demeure le meilleur candidat de l'opposition à l'état actuel des choses. Oui, il est le candidat de l'opposition. Le meilleur candidat de l'opposition, oui, je le dis, j'affirme, je le martèle, le meilleur candidat de l'opposition à Paul Biya. Parce que actuellement, ce n'est pas Maurice Kamto qui est une opposition à Paul Biya. C'est Paul Biya et son régime RDPC qui est devenu l'opposition à Maurice Kamto. Vous aviez assigné quelqu'un en résidence, il ne parle pas, vous avez muselé presque tout, mais vous parlez de lui à longueur de journée, il vous donne des cauchemars, il a créé une paranoïa politique, une paranoïa policière, une paranoïa militaire qui conduit à ce que vous arrêtez de simples femmes qui sortent, on bastonne des journalistes parce qu'on se dit, ce sont des MRCistes qui viennent faire le reportage, on bastonne des Bamileke parce que comme ils sont Bamileke, ils sont du MRC et donc, on aboutit à une situation où on se demande, mais on dirait que c'est Maurice Kamto, l'animal alpha actuellement, et justement les autres font tout pour le déloger de son piédestal puisqu'il est devenu le Camerounais le plus intéressant par la force des choses. L'opposition en Afrique signifie, je ne cherche pas à plaire à celui que je considère moi-même comme un bourreau, parce qu'aujourd'hui on a une opposition au Cameroun où des gens deviennent presque des modèles de républicanisme et sont applaudis par le régime en place qui définit que c'est la bonne opposition là-bas. Ça veut dire que vous aviez un adversaire, vous aviez un violeur, vous êtes un avocat qui lutte contre le viol, et c'est maintenant le violeur qui dit, voici un bon avocat, lui il défend bien mes victimes contre moi. Et il y a un autre qui dit, non moi je n'aime pas cet avocat. Il est clair que c'est l'avocat dont le violeur dit qu'il ne l'aime pas, qu'il faudra choisir, parce que le violeur ne peut pas aimer un avocat compétent qui est en train de mettre à mal ses diableries. Et c'est exactement ce qu'on a au Cameroun, c'est-à-dire on a une opposition qui pense que dans une dictature, les choses peuvent se passer comme dans une démocratie, qui pense que dans une dictature, si tu gagnes avec 10-0, on va mettre au résultat officiel 10-0, on va mettre au résultat officiel 22-2. Donc on va mettre plus de résultats qu'il n'y a de personnes qui sont allées voter. On va t'attribuer un mini-score et on va s'attribuer, c'est-à-dire celui qui organise l'élection, puisqu'il est en même temps le juge, le bourreau, le dictateur et l'arbitre. C'est lui qui va il va s'arroger justement le double de ce qu'il avait eu, bien plus qu'il n'avait eu au préalable. Dans une dictature, pour la renverser, c'est la révolte citoyenne, c'est la révolution populaire qui établit maintenant des paradigmes électoraux transparents, consensuel, c'est-à-dire qui suscite l'adhésion de tout le monde quand on lit les textes et où tout le monde se dit oui d'accord, sur la base de ces textes on va dans une vraie élection où il n'y aura pas de tricherie. Dans une dictature, les choses ne se passent pas comme dans un républicanisme. Or les opposants au Cameroun, certains opposants au Cameroun se comportent comme si on était en Suisse, comme si on était en France, comme si on était au Canada, où on pense que les choses vont se passer selon les règles de l'art et tout va couler de source, alors que c'est le régime qui dit le nombre de députés, le nombre de maires, le nombre de conseillers municipaux qu'il veut bien t'attribuer. C'est de ça qu'il s'agit au Cameroun. Maurice Kamto, lui, il n'est pas dans cette logique. Il est dans la logique de l'opposant véritable, c'est-à-dire celui qui dérange. Martin Luther King dérangeait. Mahatma Gandhi dérangeait. La marche du sel en 1930, c'est pour dire les Britanniques veulent nous obliger à importer, à consommer le sel
importés de Grande-Bretagne. Nous, on ne veut pas, on va désobéir. Martin Luther King dit, les Blancs veulent nous obliger à être soumis à eux, on ne veut pas, on dérange. Patrice Lumumba disait en 1961, les Bruxellois, les Congolais veulent conserver la richesse congolaise entre leurs mains, on ne veut pas, il a dérangé. Le discours lors de la visite du roi Baudouin qu'on avait préparé pour Lumumba a été froissé par Lumumba, il a improvisé un discours, il a dit ce qu'il pensait. Un opposant véritable, ça dérange. Si vous ne dérangez pas, si vous ne semez pas le trouble, si ce que vous dites ne met pas mal à l'aise ceux qui vous écoutent, vous feriez mieux de vous taire. C'est ça un opposant véritable, celui qui, face au bourreau, dit au bourreau ce qui énerve le bourreau pour le bien de l'intérêt général, et non ce qui satisfait le bourreau et fait que le bourreau de cet intérêt général-là, tant et si bien que le bourreau va dire « Tenez, prenez exemple sur lui ». Les Blancs n'avaient jamais dit au temps de l'esclavage, si on se réfère à l'histoire semi-fictionnelle de Kunta Kinte, prenez exemple sur Kunta Kinte. Pierre Messmer disait Oumniobé dérange. En 87, François Mitterrand disait Sankara est un fauteur de troubles. Et ainsi de suite. Si on dit de vous que vous êtes un bon opposant, c'est comme quand, en temps d'esclavage, le colon dit que vous êtes un bon résistant, ou en temps de colonialisme, l'empire colonisateur vous dit que vous êtes un bon panafricain. Pour rester dans la transparence tant prônée par Wifele Kanga et ses amis, je vais vous dire, chers téléspectateurs, qu'en ce moment même, tandis que nous vous recevons, mon ami et frère Guy Ngassa, puis reçoit sur Diaf TV, M. Cabral Libi. Il ne m'a pas sollicité. S'il me sollicitait, je l'inviterai à nouveau sur ce plateau. Voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve dans la dernière partie de cette émission avec l'heure de Pierre Moukoko. A tout de suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.